Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va parler de Léonard ce soir, Léonard de Vinci, mais ça c'est le titre du livre, c'est Léonard de Médicis, chez Bélisaire, Bélisaire, enfin chez Bélisaire, non, de Bélisaire, avec Bélisaire, je ne sais pas s'il va nous donner son vrai nom, parce que Bélisaire, c'était au départ, c'était quoi? C'était un... Un général de l'Empire byzantin. Voilà, donc Bélisaire, c'est votre nom de plume. Ouais, c'est ça. Vous voulez donner votre vrai nom? Bah, c'est Abel, on s'était déjà quand on avait, sur mon nom d'auteur, il y a 12 ans, quand on avait fait une interview. Mais je me souviens pas, il y a 12 ans, c'est vieux pour moi. Non, c'était il y a peut-être 10 ans. C'était déjà un livre sur Léonard, mais là, j'ai fait la version réalisateur, un peu comme on dit au cinéma, la version, la mienne totalement, parce que quand on a un éditeur, c'est super. Mais c'est vrai qu'on doit un petit peu modifier un peu ce qu'on veut. Donc, j'ai refait mon bouquin. J'y ai rajouté des éléments et surtout, j'ai rajouté des éléments que j'ai découverts depuis. Alors, vous êtes publié chez Librinova le 23/02/2024. C'est un livre qui va parler de Léonard de Vinci et de la mère de Léonard de Vinci. Vous êtes au courant qu'il y a un homme qui s'appelle, c'est Carlo Vess. Carlo Vess. Ah, C'est, Carlo Vecchi, c'est le plus grand spécialiste italien de Léonard, oui. il vient de sortir un livre en espagnol en juin 2024 qui s'appelle Caterina. Oui, oui, oui. Après vous, il est sorti après vous, hein, avec en couverture Mona Lisa. Ouais, mais alors, Carlo, je dis Carlo parce que c'est un collègue et on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques années. Carlo Vecchi, c'est à l'heure actuelle le plus grand spécialiste de Léonard. Et lui, il est tombé sur une pièce aux archives de Florence prouvant son statut d'esclave. Et en fait, il avait sorti un article, ouais, il était sorti un article sur cette Caterina l'année dernière dans le Corriere della Sera en Italie. Et je pense que le livre là qui vient de sortir en espagnol, ça reprend ce qu'il a découvert l'année dernière. Oui, mais ça reprend ce que vous avez découvert vous aussi, hein. Oui, mais alors moi, j'ai envie de dire, c'est plus de l'instinct et de l'intuition, même si ce qui m'a guidé, ça a été un petit peu les propres œuvres surtout les mots de Léonard dans ses carnets. Carlo a eu la chance d'avoir la preuve écrite. Oui, vous, ça ressemble un peu au Da Vinci Code. C'est un peu une fiction comme ça, tandis que lui, ça va peut-être plus être aussi c'est aussi un roman de l'autre côté, non? Vous l'avez pas lu, Katharina? Non, pas encore. Et puis, je n'ai pas la chance de parler espagnol, alors Oui, c'est parce plus qu'en compliqué. plus, il est publié en espagnol. Bon, alors vous, vous êtes enseignant, historien, Oui. donc votre premier roman ésotérique et historique, c'est ce qui est marqué sur vous sur ce livre-là, sur Léonard de Médicis. On dit que c'est votre premier roman, mais c'est pas le premier finalement. Et vous travaillez sur les zones grises de l'histoire. Ouais. C'est mon deuxième premier, j'ai envie de dire. Oui. Non, Alors, parce que j'ai vraiment un deuxième roman en cours qui est bientôt terminé. Et ce deuxième, pour moi, c'est vraiment le deuxième. Et là, ça sera autre chose, parce que ça sera sur les rois de France et les Capétiens et la fameuse histoire des rois maudits. bon, alors on va partir pour retrouver la trace de la mère de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui est né le 15 avril 1452, un samedi à 3 heures de la nuit, ce qui fait quelle heure en jour, puisque ça partait pas de minuit, donc 3 heures la nuit, ça fait quelle heure? Oh bah non, non, c'est bien ça. C'est en fin de soirée, de milieu de nuit. C'est vrai que il y a eu pas mal de modifications de calendrier, ce qui nous perturbe un petit peu en histoire, mais non, non, on peut considérer que c'est 3 heures de la nuit, c'est bien la nuit, hein. Il manque un petit peu de détails par rapport à ça, c'est assez compliqué. Donc sur Wikipédia, bon, c'est à 2 mai 1519 au manoir du Clou sur les bords de la Loire. Alors, vous dites qu'il est plutôt mort au Clos Lucé. Oui, mais c'est l'ancien nom, le manoir du Clou, en fait. C'est juste D'accord. l'ancien nom de C'est la même Clos-Lucé. chose. Donc, Ouais. c'est François Ier et Louise de qui? Ville de Savoie, sans doute. Louise de Savoie. J'ai tellement mal. Qui a invité, qui a invité Léonard à Saint-Ambroise dans ce lieu. Et en ce lieu reposent les restes présumés de Léonard, non? Oui, 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 c'est ça. Oh, oui, bah, l'histoire, je la raconte dans le roman, c'est que
Léonard de Vinci souhaitait des obsèques à Amboise, dans l'église Saint-Florentin, avec une petite symbolique, hein, Saint-Florentin, Florence, lui le Florentin. Et en fait, pendant la Révolution française et pendant l'Empire, on a des travaux obligatoires dans cette église. On est surpris parce que Napoléon autorise les travaux de cette église qui est totalement démolie. Et certains témoignages de l'époque nous disent que les enfants jouaient avec les ossements de ceux qui étaient enterrés en fait. C'est pour ça que la chapelle Saint-Hubert aujourd'hui, qui est dans le château d'Amboise, il est écrit noir sur blanc, c'est ce que je dis dans le roman, il est écrit que ce sont les restes présumés de Léonard. Oui, alors puisque vous parlez de Napoléon, les soldats de Napoléon n'avaient pas le droit d'approcher la scène, hein, le tableau. Et Napoléon aussi a mis la Joconde dans la chambre, enfin chez Joséphine. Donc Oui, Napoléon aimait bien Léonard de Vinci. oui, c'est ce que je raconte, oui, oui, effectivement, c'est surprenant cette dichotomie entre ce qu'il a accepté, la destruction de l'Église, la démolition de l'Église. Après, après c'est vrai que c'est une époque où on ne gérait pas tout à fait les hommes et les femmes célèbres autrefois comme on les gère aujourd'hui. Le côté mémoriel est totalement différent à l'époque, en fait. Mais c'est vrai que c'est surprenant. De toute façon, avec Léonard, il y a plein de choses surprenantes. Il y a plein de choses qui manquent de logique. Et après, évidemment, c'est la difficulté pour nous, c'est de juger l'époque passée avec notre regard actuel. C'est vrai que c'est par-dessus tout ce qu'on doit éviter. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vraiment un homme qui a eu une vie et puis une après-vie, une postérité. On l'a encore vu cet été avec les JO, où il y a eu cette fameuse scène de Léonard reprise à la cérémonie, hein, ce qui a fait pas mal de polémiques. Mais c'est vrai que c'est un homme plein de surprises. Alors justement, on va s'arrêter sur la scène. La question que je me suis posée, est-ce que c'est Marie-Madeleine qui est là ou est-ce que c'est Catherine? Non, moi je pense que bah, c'est ce que je dis, hein, ces œuvres sont une porte ouverte sur son inconscient, un peu comme toutes les œuvres d'ailleurs souvent. Et non, non, bah, c'est mon côté historien, j'ai envie de dire. Je n'y vois pas Marie-Madeleine. Bon, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Mais ni Catherine d'ailleurs. Par contre, effectivement, je donne une explication au couteau puisque on nous dit que c'est pas Judas qui tient le couteau, mais Pierre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je parle de la maman, mais je parle aussi beaucoup du papa. Et le papa de Léonard s'appelait Pierre. Et il a eu des rapports avec ce papa tellement ambivalents que j'ai fini par me demander si ce Pierre de Vinci était bien le père de Léonard. Ouais, on cherche sa mère et on se pose la question sur le père. Oui, c'est ça. Sur la question de François Ier qui tient Léonard de Vinci dans ses bras au moment de sa mort, qu'est-ce que vous en pensez, ce tableau de Indre? Ah oui, oui, j'écris qu'on a un témoignage de l'époque indiquant qu'on est à 2 jours de cheval alors qu'il signait un décret. Ça, c'est bon. C'est un élément romanesque. Vraiment, je pense vraiment que François n'est pas revenu. Et donc, le tableau, c'est plutôt une vision très belle, hein. Le tableau d'Ingres est très beau. Mais je pense que c'est une vision idéalisée de la mort de Léonard. Finalement, vous dites dans votre livre qu'il y a très peu de témoignages contemporains hein, sur lui. Il y en a très peu finalement. Oui. Et vous nous évoquez le nom officiel de la Joconde qui a été fait par Vasari. Oui, c'est ça. C'est surprenant parce que le nom officiel de la Joconde, il nous est donné, moins la Mona Lisa dans un premier temps, il nous est donné 20 ans après, en fait, par Vasari dans son histoire des peintres illustres. 20 ans après la mort de Léonard, on a Vasari qui écrit ça. Donc c'est vrai que c'est comme si nous, aujourd'hui, on donnait un titre de film ou de tableau 20 ans après la réalisation de l'œuvre, ça nous surprendrait un petit peu. Oui, alors il y a quand même dans les carnets de Léonard de Vinci, à Milan, entre 1493 et 1495, hein, il est mort en 1519. 19. Dans ses carnets, il note les dépenses à charge pour une femme appelée Katharina, qui pourrait être Oui, sa mère. oui. Ça, c'est lui-même qui l'écrit, hein. Oui, oui, ça, je sais, oui, mais c'est vrai qu'il écrit ça avec une sécheresse tellement flagrante. Il écrit ça comme il montre assez peu d'émotion dans ses carnets. Est-ce qu'il était radin? Parce que c'est lui qui a payé. Est-ce qu'il Il était était, il était plus souvent fauché que radin. radin? Alors, en ce qui concerne son homosexualité, sur Wikipédia, ils disent que Soleil était son amour. Salaï.
Est-ce que vous y croyez? Alors là, moi, je me suis plus intéressé à l'enfance de Léonard et à son parcours généalogique. En ce qui concerne sa vie privée, moi, je trouve, c'est mon avis personnel, qu'on manque quand même d'éléments là-dessus. Moi d'ailleurs, je l'écris dans le roman. Salaï, il le recueille très jeune. Sa mère s'appelait Caterina lui aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de revanche sociale en aidant ce garçon? Peut-être qu'il y a homosexualité, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là-dessus, je ne me suis pas trop avancé. D'accord. Alors, son enfance. Léonard? Ouais, il naît en 1452. Alors, Léonard, il est, bah, comme vous l'avez dit, il est né à Anciano, près de Vinci, près de Florence, en Toscane. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est là encore, c'est l'absence de ses parents officiels, ceux que vous évoquez sur Wikipédia, qui ne sont pas là, ni le papa ni la maman au baptême. C'est le grand-père Antonio da Vinci qui a choisi de devenir fermier, contrairement à tous ses ancêtres qui étaient notaires à Florence. C'est Antonio qui nous raconte le baptême, auquel n'assiste ni le papa ni la maman. Alors je veux bien que Léonard soit un enfant bâtard, un enfant illégitime, mais ça manque quand même d'amour. Ça manque vraiment d'amour et ça manque de présence. Résultat, il grandit loin de cet amour parental et comme vous l'avez évoqué un petit peu, il est élevé par ses grands-parents et puis ensuite, au bout de quelques années, son père va l'envoyer à Florence où il va aller dans l'atelier de Verrocchio. Oui, donc finalement, il a quand même de la chance. Parce qu'il Oui, va bien sûr. rencontrer beaucoup de monde à Florence. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est pour ça que j'ai cité Freud dans le roman, c'est que l'homme de Vinci est malheureux, très, très, très malheureux, jusqu'à François Ier, qui lui permet d'avoir une fin de vie belle, apaisée. Alors, on va passer au personnage de votre roman, on peut dire. Il y a Alexandro Sardelli et Sarah, c'est les deux personnages principaux que j'adore. C'est gentil. Alexandro, il a une trentaine d'années, il recherche ses origines, mais Ouais, refuse d'aller vers la plus grande base de données mondiale, celle conservée dans l'Utah. Voilà, donc il refuse de rechercher ses origines. Et donc, c'est intéressant parce que il est question donc des données conservées sous forme de microfilms à une vingtaine de kilomètres de Salt Lake City, oui. les C'est Mormons. les, c'est les Mormons, ouais. Depuis combien de temps ils s'amusent à récolter des données et qu'est-ce qu'ils en font? Les Mormons, ils essayent de reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité, en fait. Comme mon personnage, bon, pas Alessandro, mais l'autre personnage, le pauvre Jonas, c'est un Mormon. Il fait des recherches généalogiques parce qu'en fait, la mission qui lui est confiée, c'est la trame romanesque. Il doit chercher qui est la mère de Léonard pour justement pouvoir faire le baptême posthume, parce que les Mormons pratiquent le baptême posthume. Ils font ça depuis plus de 100 ans, plus d'un siècle. C'est l'objectif du fondateur, hein, Joseph Smith, il y a presque 200 ans maintenant. C'est ça, en fait. Donc, l'idée, c'est de faire l'arbre généalogique de toute l'humanité. Donner la chance aux défunts qui n'ont jamais eu la chance de se convertir, de faire une cérémonie permise aux fidèles seulement admis dans le temple, une sorte de sacrement par procuration. Là, vous avez parlé de Jonas, tous les deux sont en recherche de Mm. leurs origines, hein, quelque part, hein. Oui, oui. Donc, on a Alexandro et sa copine Sarah. Tous les deux, ils sont, on peut dire, historiens, enfin, c'est des amateurs d'art, hein, et ils Oui. cherchent la même chose. Jonas Friedel Bell est un mormon. Donc, comme vous l'avez dit, il veut trouver une identité commune à l'humanité. Il y a aussi Ivan Patarik. Ah, Je ne c'est pense mon. Oui, alors Ivan, c'est le Facteur X, c'est le personnage douteux, le personnage le plus ambigu évidemment du livre, celui qui est prêt à tout, y compris à tuer pour prouver que la religion bogomile n'est pas morte totalement. Et bon, on va peut-être parler un peu de ses bogomies, mais lui, à un moment, cet Ivan Patarik se retrouve dans un avion, il y a une hôtesse de l'air qui très bien, et il ordonne à l'ange du second ciel d'entrer dans le corps de la femme, parce qu'on va parler des bogomiles, c'est-à-dire ils doivent
être purs, enfin, ils doivent être chastes, la chasteté, etc. Donc là, comme il a eu une petite pulsion, ça lui fait... Oui, il y a de ça, oui. Oui, 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 oui. Bah, les Bogomiles, on les confond parfois avec les Cathares. Il y a une vraie proximité avec les Cathares, mais les Bogomiles, c'est vraiment le dualisme d'Europe centrale, le dualisme des Balkans. C'est le bien, le mal séparés, ce qui d'ailleurs, à l'époque, à la fin du Moyen Âge, l'époque à laquelle Léonard est né, hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questionnements sur tout ça. La chasteté, le rapport à la... Même je l'écris d'ailleurs, Léonard était végétarien, ce qui est quand même assez extraordinaire à l'époque, et extraordinaire au sens propre. C'est rarissime les végétariens à cette époque-là. Les Cathares aussi. Et les Cathares aussi, oui. Et les Cathares étaient également dans l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est... Et les parfaits étaient chastes. Ah, les parfaits étaient plus que chaste. Les parfaits n'ont même pas le droit de se toucher. C'est ce qui explique dans le prologue, d'ailleurs, pourquoi le frère et la sœur, Ivan et Alazaïs et son frère Peyre, ne peuvent même pas se... On est à Montségur, donc juste avant la prise de Montségur par les troupes seigneuriales, et ils ne peuvent même pas se prendre dans les bras parce que ils ont reçu le consolement, donc ne peuvent même pas avoir le contact physique. Alors, les Bogomiles proposent une synthèse entre le manichéisme et le catholicisme. Dieu est tout, mais son fils, Satan ou Sathanaël, se révolte contre lui. Créateur du monde terrestre d'Adam et Ève, Sathanaël s'opposait à Jésus, qui était son frère, le Verbe, envoyé dans l'oreille de Marie. Jésus se fait crucifier par la faute de Sathanaël, mais il reviendra pour sauver l'humanité. Ça, c'est une histoire que je n'avais jamais entendue, ça, que Jésus avait un frère. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai inventé du Non, tout, hein. non, je crois, hein. C'est bel et bien la théologie bogomile et cathare, hein. Là, en plus, c'est ce que je dis d'ailleurs quand les personnages se retrouvent dans le lieu final des révélations, c'est que c'est l'Inquisition qui nous a permis de connaître tout ça. En dehors de Dieu, punisseur des mauvais actes des hommes, le mal ne peut s'expliquer que par une autre divinité, d'où le dualisme, hein, c'est-à-dire ça, c'est le manichéisme, hein. Et alors donc, les Bogomiles, ils existent encore sur Terre? Non, Il n'y en a plus. non, a priori, non. C'est pas les Mormons. Ah non, les Mormons, c'est une autre branche du christianisme. Alors, il y a la phrase de Léonard de Vinci que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, j'ai pas trouvé. Si la liberté t'est chère, ne révèle pas que mon visage est la prison de l'amour. Oui. Vous avez trouvé la solution? Eh ben, c'est Sarah, puisque vous l'aimez bien, Sarah, qui le dit. Écoutez, moi, je trouvais que cette phrase résonnait bien avec ma théorie sur les parents de Léonard qui ne sont pas les siens. Si la liberté t'est chère, ne révèle pas que mon visage est la prison de l'amour. Moi, mon personnage de Caterina, c'est une princesse dont est tombé amoureux Pierre. Et pour moi, il y a eu une espèce de deal à l'époque pour Pierre de Médicis et Pierre de Vinci, qui a dû assumer la paternité officielle de Léonard à condition de se taire. D'où la prison de l'amour et la liberté si la liberté t'est chère. Alors, on va pas tout dévoiler du livre, hein, parce que sinon, ça vaut plus la peine. Mais De il y a un l'acheter. autre personnage, il y a un lieutenant de police qui s'appelle Hank Thomer, c'est un de ses copains qui s'appelle Lucas. Et il y a cette phrase aussi, les Médicis m'ont créé, les Médicis m'ont détruit. Oui, alors celle-là, ça me fait assez sourire. Juste une petite parenthèse sur Hank Thommers. Là, c'est le vrai clin d'œil au Da Vinci Code. Parce que Hank Thommers, c'est Tom Hanks. Bah Voilà, ouais, modifié. Et les Médicis m'ont créé, les oui, Médicis. oui, cette phrase, Léonard l'écrit quand il est à Rome, à la fin de sa vie, un petit peu avant d'aller en France. Et beaucoup d'historiens nous disent qu'il parlait des médecins. Euh, voilà, sans commentaire. Pour moi, bah écoutez, je m'en suis servi pour ma théorie, ma thèse principale, hein. C'est que Léonard est un Médicis. Bon, en tous les cas, vous aurez tout dans le livre, hein. Euh, En ce qui concerne les médecins aussi, vous avez votre thèse là-dessus sur les maladies de Léonard de Vinci. Donc, Léonard de Médicis, Et alors, oui, oui, j'ai choisi donc d'éditer chez Librinova en auto-édition parce que j'avais, comme tout le monde, hein, je m'étais renseigné. L'auto-édition est choisie par de plus en plus d'auteurs parce que ça permet une liberté assez extraordinaire. Ça crée des exigences et du travail personnel très, 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 très important.
Mais et puis, il faut chercher les salons, il faut chercher les librairies et tout ça. Les journalistes aussi, hein, comme vous, Joël, que je remercie d'ailleurs. Je crois que je ne l'ai pas fait en début de Zoom. Mais c'est très valorisant d'un point de vue personnel. Et puis surtout, vous l'avez dit vous-même en parlant de révélation, qu'on n'allait pas tout révéler. Mais j'ai découvert, ben, en finissant d'écrire le livre, une preuve de ma théorie assez flagrante dans une œuvre d'art qui est à Florence et qui a été faite par un proche des Médicis. Je veux dire, ce petit détail m'a paru assez incroyable. Et vous avez trouvé même Léonard de Vinci jeune dans un des tableaux, mais ça, c'est à découvrir dans le livre. Voilà, on va se quitter. Je me rappelle. Merci, Abel. Merci Joël, À bonne la suite. soirée. Merci beaucoup.